Mais laissez-moi d'abord commencer par vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Un événement auquel j'ai assisté et où j'ai pris la parole. Nous parlions il y avait là une discussion sur l'environnement de façon générale, donc pas seulement sur le réchauffement climatique, mais sur la protection de la nature, de l'environnement. Et une dispute a éclaté entre deux personnes différentes, et voici essentiellement l'essentiel de ce qui s'est passé. Ils étaient tous les deux intelligents. Il y avait d'autres personnes autour. Je suis simplement resté assis tranquillement sur le côté. Et je n'ai pas dit grand-chose, mais cela m'a frappé, car ils ont tous les deux utilisé la même phrase. Ils ont tous les deux dit « Suivez l'argent ». Alors l'un d'eux a dit « Il était très engagé dans l'industrie verte, l'écologie, ce qui bien sûr concerne, les produits respectueux de l'environnement, et l'énergie recyclable et réutilisable, qui est évidemment devenue beaucoup plus importante ces derniers temps. Et il disait, bon, écoutez, non, la réalité, c'est que l'énergie est limitée et que nous pouvons trouver des sources d'énergie bien plus propres et meilleures et au final aussi moins chères, mais les anciennes industries, ceux qui contrôlent les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz naturel, etc., sont investis dans le contrôle du marché et veulent faire leur argent. Ils ne s'intéressent pas aux nouvelles méthodes alternatives. L'autre personne répond de façon totalement opposée. Il dit « Non, ce n'est pas vrai. Ce sont les énergies vertes, ce sont les nouvelles énergies renouvelables qui cherchent à gagner de l'argent. Et c'est parce qu'elles veulent faire de l'argent qu'elles y investissent. Parce que vous voyez, au fond, il s'agit de business, et si c'était juste personnel, regardez, certains d'entre eux, des personnes qui sont vraiment très investies dans les nouvelles énergies, appelons-les simplement nouvelles énergies, vivent dans des maisons où ils gaspillent beaucoup d'énergie, ils sont riches, et cela ne les préoccupe pas vraiment. Donc, il s'agit d'argent. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème parce qu'une fois que la question de l'argent entre en jeu, cela devient une question de subjectivité, d'intérêt personnel et de savoir dans quelle mesure cela est vrai. Et j'y réfléchissais et je me disais, eh bien vous savez quoi? Peut-être qu'ils ont tous les deux raison d'une certaine manière. Vous savez, les gens ont toujours des arrière-pensées. Est-ce qu'on parle de personnes qui sont simplement pures, divines, dans leur esprit, généreuses d'âme et qui n'ont vraiment aucun intérêt personnel et qui débattent simplement pour savoir quelle énergie est la meilleure à utiliser? Je veux dire, nous serions tous d'accord si nous n'avions aucun intérêt en jeu que des formes d'énergie évidemment meilleures, plus propres, sont plus saines et meilleures pour la planète, et ainsi de suite. Alors, dans quelle mesure tout cela est-il entaché par les intérêts privés, les intérêts individuels, les groupes d'intérêts comme on les appelle? Combien d'entre eux font du lobbying à Washington? Combien d'entre eux mènent des campagnes de relations publiques pour essayer de nous convaincre? Alors qu'en réalité, leur objectif n'est pas seulement notre intérêt, mais aussi leur propre profit. Alors, comment s'y retrouver dans tout cela? Quand il y a cet élément subjectif, beaucoup d'entre nous prennent du recul et se disent « Vous savez quoi? Moi-même, je ne suis pas sûr. » Et encore une fois, il ne s'agit pas ici du bien fondé de la question. Les arguments de fond semblent être obscurcis et embrouillés par le fait que nous avons affaire à cette subjectivité à laquelle s'ajoute désormais la politique. Et dès qu'on entre dans le domaine des campagnes et des personnes qui veulent accéder au pouvoir, on peut se demander quelle part relève de jeux de pouvoir, etc., etc. Alors, comment prendre du recul et réfléchir comme une personne intelligente? Et j'espère que tout le monde comprend d'où je viens. Je n'ai aucune intention politique, je n'ai aucun intérêt personnel, je n'ai aucun intérêt financier. J'aborde la question en essayant d'être une personne intelligente et objective, en considérant l'ensemble de la situation. Je pense que nous pourrions tous être d'accord si nous mettions de côté tout intérêt personnel et que nous en faisions une discussion non émotionnelle, non partisane et non personnelle. Oui, si l'on peut trouver de meilleures sources d'énergie, meilleures pour la planète, meilleures pour les êtres humains, moins chères, plus propres, etc., etc., qui serait contre? Alors, comment fait-on? Comment obtenir de la clarté sur ce sujet?
Je veux donc aborder la question sous un angle que j'appellerai, oui, la cabale du réchauffement climatique. On pourrait dire la cabale de l'écologie, la cabale de la préservation de cette planète, sur laquelle nous avons la chance de vivre. Alors, qu'est-ce qui se trouve au cœur de tout cela? Ce qui se trouve au cœur de tout cela, c'est que tout au long de l'histoire, les gens ont toujours cherché des moyens d'améliorer leur vie et le développement de l'énergie sous toutes ses formes en fait largement partie. En fait, on peut dire que toute la technologie consiste à utiliser moins d'énergie humaine pour produire plus de résultats. Donc, si vous pouvez créer une industrialisation où, en appuyant sur un bouton, vous pouvez produire 1000 fois plus de puissance que de véritables chevaux, vaches ou autres animaux, alors vous avez accompli quelque chose. Mais il y a un prix à payer, car l'industrialisation, pour ne prendre que cet exemple, doit d'une certaine manière cela a des effets secondaires. Cela peut avoir d'autres impacts. Dans notre cas, cela peut être les émissions de carbone. Et d'autres émissions qui, au final, peuvent aussi avoir un impact négatif sur la nature. Regardez le fait que nous ayons inventé les sacs plastiques. Les sacs plastiques, les conserves en plastique, c'est très bien. Du point de vue de l'efficacité, c'est excellent. Mais ensuite, les sacs plastiques s'accumulent et causent beaucoup de dégâts, surtout dans l'eau, à la faune et notamment à la vie marine, etc. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre. Maintenant, dès que l'argent entre en jeu, comme je l'ai mentionné, bien sûr, les gens sont concernés, parce que soit c'est leur industrie est la concurrence. Donc l'argent entre en jeu, et alors, bien sûr, on crée des organismes de surveillance, des lanceurs d'alerte, des personnes censées être objectives et veiller au bien du public. Puisqu'il y a des intérêts subjectifs, surtout des intérêts financiers, quelqu'un doit surveiller. Quels autres facteurs déterminent donc, lorsque vous pesez le pour et le contre, de n'importe quel type de technologie? Nous avons maintenant développé les combustibles fossiles, donc en gros cela fait 120 ans depuis la découverte du pétrole, qui ont joué un rôle majeur dans l'industrialisation et le développement de tant de technologies, y compris l'automobile et les avions, la voiture, les différentes façons de récolter la nourriture et autres, etc., etc. Sans parler de toutes les autres technologies qui ne font qu'augmenter et amplifier le phénomène. D'accord. Donc maintenant que nous avons cela, nous avons ensuite découvert, après un certain temps, que malgré tous ces avantages, cela a aussi des effets secondaires. Cela affecte la nature. Je me souviens qu'au début des années 70, quand j'étais au lycée, on parlait beaucoup du fait, je me rappelle que nos professeurs, les professeurs de sciences, nous disaient que d'ici 1990, je parle des années 70, en 1990, toutes les ressources naturelles comme les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz naturel, etc., y compris la nourriture, seraient épuisées parce que la population augmente et qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Tout d'abord, nous avons appris à économiser l'énergie. Ensuite, à cause de diverses raisons, comme l'embargo ou d'autres facteurs. Deuxièmement, nous avons aussi appris à développer la production alimentaire d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Et enfin, il y avait bien plus de ressources que ce que nous aurions pu imaginer. Aujourd'hui, personne ne va prédire quand les combustibles fossiles seront épuisés. Sous la terre, ni dans quelle région du monde, celles qui sont riches en pétrole ou en combustibles fossiles. Pourquoi? Parce que personne ne le sait vraiment. Mon propos n'est pas de dire qu'ils avaient tort, bien sûr, il faut tout faire pour économiser. Mais quels sont les facteurs qui déterminent cela? Donc la cabale due au réchauffement climatique et la cabale de toutes ces questions, parlons d'un point supplémentaire que la plupart des gens n'abordent pas. Nous discutons de pouvons-nous profiter de quelque chose tout en détruisant la Terre dans le processus. Ainsi, en gros, nous en profitons aujourd'hui, mais nos enfants, nos petits-enfants devront en payer le prix à cause de nos soi-disant excès et de notre comportement gâté. Donc le remède, c'est bien sûr la terre naturelle, mais il y a un facteur supplémentaire. Et c'est ce que la Kabbale apporte dans la discussion, la sainteté de la vie
et la sainteté de la terre. Il existe une déclaration explicite, une interdiction divine. Ne détruisez rien sans raison. Ou, en d'autres termes, ne détruisez rien, car si cela a un but, ce n'est pas de la destruction. Il n'est même pas permis d'arracher une feuille d'un arbre et de la frotter sans raison. Une belle histoire qui m'a toujours touché. Lorsque le 5e rabbi de Lubavitch se promenait avec son fils, ou plutôt son fils qui n'était plus si petit, il se promenait dans un jardin. Et son fils a pris une feuille et l'a simplement frottée. Il discutait de quelque chose et son père l'a réprimandé en lui disant « De quel droit déranges-tu la trajectoire de cette feuille ?» La frotter ainsi, sans raison. Il y a donc un autre aspect, notamment du point de vue kabbalistique, selon lequel tout contient des étincelles divines. Et de ce fait, tout possède une énergie et une puissance divine, auxquelles nous n'avons pas le droit de toucher n'importe comment. Alors vous allez demander, comment pouvons-nous manger ? Que ce soit animal, végétal ou minéral, et certains diront « Moi, je n'ai aucun problème avec les végétaux ou les minéraux, mais j'ai un problème à manger des animaux. » Eh bien, de ce point de vue, tout devrait être interdit. De quel droit perturbez-vous la trajectoire d'un minéral, le sel, l'eau et d'autres objets? Le fait qu'il y en ait en abondance, le fait que vous ne puissiez pas vivre sans. Quelqu'un m'a dit un jour, qui était végétarien, je lui ai demandé « Et les légumes, tu as le droit d'en consommer ?» Il m'a répondu « Eh bien, alors on mourrait. » Je lui ai dit « Donc ta vie est plus importante que celle des légumes ? Qui a décidé cela ?» Alors voici la question, voici comment les kabbalistes l'abordent. Ils diront que la vérité, c'est que nous n'avons aucun droit de consommer, de toucher ou de modifier de quelque manière que ce soit, non seulement les détecteurs de fumée et les avions, mais tout objet, la moindre parcelle, chaque fibre de l'existence qui est sacrée, déborde d'énergie spirituelle. Non seulement elle vibre d'énergie subatomique, mais aussi d'énergie spirituelle. Quel droit as-tu de prendre ? Sauf qu'il y a une exception. Car la même énergie divine, qui a investi et créé ces choses, a dit « Je te donne la permission si tu consommes ». Du végétal, du minéral, du végétal ou de l'animal dans un but qui améliore le monde de manière productive. Alors tu élèves ces étincelles. Et c'est là que la Kabbale parle de l'élévation des étincelles. Mais seulement à cette condition. Si tu t'y adonnes pour ton propre intérêt, par égoïsme, et qu'il n'en résulte aucun. Plus grand bénéfice, quel droit as-tu de faire cela? Il existe une expression hassidique qui dit qu'un méchant marche dans la rue, et les pavés crient métaphoriquement. Quel droit as-tu, toi le méchant, de transgresser, de marcher sur moi? Nous n'avons jamais transgressé, nous ne sommes jamais allés à l'encontre du plan divin, de l'ordre cosmique, de l'existence. Toi, tu es un transgresseur, quel droit as-tu de marcher sur moi? Autrement dit, l'univers est un univers sacré et chaque détail, chaque fibre, chaque cellule, chaque ADN déborde d'une énergie puissante qui n'attend qu'à être, libérée à des fins positives pour transformer le monde en un endroit meilleur. Donc, quand on prend cela en compte, alors l'environnement, y compris le réchauffement climatique ou tout autre, impact sur cet univers, n'est pas simplement une question de commodité. Nous n'avons pas le droit de détruire le monde pour le bénéfice de ceux qui viendront après nous. Parce que, imaginons que tous les êtres humains sur Terre disent « Vous savez quoi? Nous voulons en profiter, maintenant. Peu importe ce qui arrivera ensuite. » Mais il y a un autre élément. Nous avons une responsabilité envers une puissance supérieure, envers un ordre supérieur. Et ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ce n'est pas comme si vous disiez « D'accord, si je gagne assez d'argent, ou si j'en tire un bénéfice personnel, alors c'est bon. » Ou si nous en profitons collectivement. Non, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'un but divin, d'un objectif supérieur. Donc, la question du réchauffement climatique, je ne vais pas maintenant entrer dans le fond des arguments d'un côté ou de l'autre. Cela doit également être établi. Ce dont nous parlerons dans un instant.
Donc, la question est aussi, tout comme avec la feuille, de quel droit avons-nous de faire quelque chose, que ce soit pour mettre la climatisation ou parce que nous aimons la viande et la consommation de viande, ainsi que d'autres facteurs qui contribuent d'une certaine manière au monoxyde de carbone qui est libéré et qui, en fin de compte, affecte le climat, l'univers et la planète elle-même, et la met même en danger, comme certains le soutiennent. Nous n'avons pas ce droit à cause de cet élément supérieur, divin et sacré qui y est lié. Et quand on adopte cette approche, c'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas la finance, ce ne sont pas les intérêts personnels, ce ne sont pas les groupes d'intérêts, ni d'autres types de facteurs, qui ne concernent que soi-même. Donc, si quelqu'un argumente, il peut présenter un bel argument, une excellente campagne de relations publiques. On se rend compte qu'au fond, c'est simplement quelqu'un qui veut tirer profit. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui profite de l'extrême opposé. C'est comme cette blague à propos des mêmes fabricants de radars pour la police, pour attraper les excès de vitesse, qui sont aussi ceux qui fabriquent les détecteurs de radars. Donc, en gros, les fabricants de souris sont aussi ceux qui fabriquent les pièges à souris. Un meilleur piège à souris, il vous faut une meilleure souris. Il vous faut un meilleur détecteur de radar pour un meilleur radar, puis un meilleur radar. Pour pouvoir contrer le radar, le meilleur détecteur de radar, et ça devient un cercle vicieux. Alors la question c'est, comment fait-on pour déterminer? Il y a donc quelques facteurs que nous devons prendre en compte. N'oublions pas la subjectivité. La première chose est importante. Quand j'entends que quelqu'un est alarmiste d'une manière ou d'une autre, qu'il dise que tout cela est une théorie du complot, que la théorie du complot concerne les technologies développées pour les énergies alternatives ou bien le complot de ceux qui ne veulent pas permettre cela, eh bien, la première question à poser est qui est derrière tout ça? Donc, si vous voulez vraiment creuser la question, vous pouvez découvrir qu'il existe des intérêts particuliers des deux côtés, comme je l'ai mentionné plus tôt. Alors, que fait-on dans ce cas? Si vous tenez vraiment à la planète et que vous vous souciez vraiment du plan supérieur, vous devez prendre une décision. À chaque instant, nous prenons des décisions. Vous savez combien de déchets produisons-nous? Combien de nourriture jetons-nous? Si nous commençons à examiner notre vie personnelle et à observer le monde qui nous entoure, notre coin du monde est tout aussi sacré. Commencez par votre propre vie personnelle. Avant de changer le monde, que faites-vous de votre propre vie? Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un un grand écologiste, et je ne sais pas, la conversation a dérivé et il a commencé à parler de sujets personnels et il avait beaucoup de problèmes à la maison. Plus tard, un de ses enfants m'a dit que malheureusement, cet homme était violent physiquement avec sa femme et avec certains de ses enfants. Alors je me suis dit, regardez l'ironie. Il est prêt à protéger l'environnement et il considère que c'est sa vocation, mais il ne peut pas s'empêcher de faire du mal à quelqu'un, à un être humain. N'est-ce pas de la maltraitance? Je ne dis pas que nous sommes tous parfaits, et deux torts ne font pas un droit. Mais comprend-il sa propre hypocrisie? Et puis, quand on commence à regarder, d'accord, c'est comme ça qu'il se fait un nom. Il développe une technologie, il espère obtenir un brevet, et il fait peut-être de bonnes choses. Mais remettons les choses dans leur contexte. Je ne dis pas que nous ne devrions pas nous battre pour la préservation de cette terre. Au contraire, pour ma part, je pense que c'est une question de sacralité. Ce n'est pas seulement une question d'intérêt personnel, de coexistence et de s'assurer que cette planète sera aussi saine que possible. Ou que lorsque vous voyez de la souffrance, quand vous voyez un animal souffrir, ou que vous voyez la faune ou la vie marine diminuer à cause de la technologie humaine, des efforts humains, des transgressions humaines, bien sûr que cela nous affecte, mais est-ce le seul facteur? Et que se passe-t-il si vous ne l'avez pas vu? Ou si cela ne vous dérange pas parce qu'il y a de toute façon tant d'animaux et que l'environnement peut se régénérer lui-même. C'est donc une combinaison entre le fait d'apprécier la sacralité de toute chose, mais aussi d'être intelligent, sage, expérimenté, et de reconnaître qu'il y a des intérêts en jeu. Suggestion. Commence donc par votre propre vie. Comment vous traitez-vous vous-même? Comment traitez-vous les autres? Vous savez, même se mutiler soi-même est, du point de vue kabbalistique, interdit.
Vous ne faites de mal qu'à vous-même, sans droit de vous mutiler, ce n'est pas votre corps. Vous n'avez créé ni le corps, ni l'environnement. Ce n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. C'est une propriété. C'est une propriété divine qui vous a été confiée pour en prendre soin. Si quelqu'un vous offre un cadeau, vous ne le lui rendez pas abîmé. Donc, tout repose sur la même chose. Respectez votre propre vie. Non pas comme si elle vous appartenait, mais comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Respectez les personnes autour de vous, votre famille proche, vos proches, les inconnus. Traitez tout le monde avec cette sainteté. Pas seulement la couche d'ozone, et pas seulement les énergies renouvelables. Cela en fait partie, j'y viendrai dans un instant. Mais commencez par les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. La plupart d'entre nous n'ont pas de contrôle sur les grandes technologies en développement et les batailles que nous avons menées et que nous mènerons. Alors, commencez par apprécier la sainteté, en produisant moins de déchets. Mon grand professeur, mon mentor, de qui j'ai tant appris, c'est devenu une seconde nature pour moi, n'utilisait jamais de papier en trop. Il écrivait ses réponses au dos d'une enveloppe, et ce n'était pas parce qu'il était avare, c'était tout le contraire. Il appréciait chaque chose et tout devait être utilisé au maximum. Autant que possible, j'imprime. J'imprime beaucoup, évidemment, en tant qu'écrivain. Donc j'imprime au verso. Les gens me regardent et demandent pourquoi ta facture est de l'autre côté de la page. Encore une fois, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est utiliser les choses au maximum. Dans le temple sacré, rien n'était superflu. Tout était utilisé au maximum parce que c'est une marque de respect d'utiliser quelque chose jusqu'au bout. Alors démontrez cela dans votre vie personnelle. C'est le début de la Kabbale, pas seulement du réchauffement climatique. La Kabbale de votre propre appréciation des dons qui nous ont été offerts, que ce soit la nourriture, les objets ou les technologies. Nous tenons tellement de choses pour acquises. Nous faisons simplement les choses sans même y réfléchir à deux fois. Oui, éteignez la lumière quand ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas en train l'univers n'a pas été créé juste pour que vous en fassiez ce que vous voulez. Il a été créé pour que vous en soyez responsable, pour que vous soyez un jardinier dans ce grand et magnifique jardin cosmique. Et oui, maintenant cela s'étend à l'environnement. Lorsque vous avez cette attitude, vous traitez humains et animaux avec sensibilité. Vous traiterez, oui, les plantes et les légumes avec sensibilité, et même les minéraux. Tout. Chaque atome, chaque particule subatomique. On parle du nombre de bactéries qu'une personne tue en se levant du lit le matin. D'accord ? La plupart d'entre nous n'en sont pas conscients. Nous n'y pensons même pas, car certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. Chaque geste que vous faites va avoir un impact sur quelque chose. Mais le monde possède aussi une résilience très profonde et mystérieuse. Cela ne veut pas dire que nous devrions faire quoi que ce soit pour lui nuire. Nous devons tout faire, comme je l'ai dit. C'est un mandat sacré, un mandat divin. Nous devons protéger notre monde, notre environnement, et tout, même la feuille d'un arbre, comme je l'ai mentionné. Alors, quand on a cette attitude, vous savez comment on regarde le réchauffement climatique, l'énergie. On le voit comme un don sacré. Qui nous a été donné et comment l'utilisons-nous ? L'utilisons-nous de la meilleure façon possible. Y a-t-il aujourd'hui des dirigeants qui pensent de cette façon, ou bien tout se résume-t-il à l'économie et aux affaires, à suivre l'argent ? J'espère qu'il y en a. Mais plus nous serons nombreux, à la base, à exiger cette approche et cette attitude, et à insister absolument sur une divulgation totale et une transparence totale de vos intérêts, je vous assure que nous pouvons créer une révolution à ce sujet. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas de cette manière, parce que nous restons coincés dans ce débat polarisé. Êtes-vous pour l'écologie ? Êtes-vous contre l'écologie ? Êtes-vous un négateur de la science qui semble témoigner que le réchauffement climatique est une réalité ? Regardez les changements de météo. Regardez la volatilité. Ou à l'autre extrême, vous découvrez que quelqu'un qui milite a d'autres intérêts. Et je n'essaie pas de discréditer la science. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord. Les scientifiques eux-mêmes, tout comme les médecins, peuvent aussi être payés par des lobbyistes. Et je ne suggère pas que tout le monde est corrompu. Mais vous savez quoi ? Les biais et les préjugés influencent notre façon d'aborder la vie. C'est pourquoi nous devons agir de la base vers le sommet à partir des citoyens. Les personnes qui sont notre
appelle, notre mandat doit être un appel clair et retentissant. Nous sommes ici pour respecter la dignité et la sainteté de chaque fibre de l'existence et tout ce qui peut être fait pour causer moins de dommages à notre environnement, moins de dommages à notre atmosphère, doit être fait. Tout ce qui peut être préservé, recyclé, rendu renouvelable, doit l'être par tous les moyens. Assumons cette responsabilité en respectant sa sainteté. Ce n'est pas une question de business. Maintenant, si quelqu'un gagne de l'argent dans ce processus, tant mieux. Nous ne disons pas que les gens ne peuvent pas gagner de l'argent, mais cela doit être transparent et ouvert, afin que nous sachions que cela n'influence pas les décisions des gens, ni n'exagère, ni ne minimise, ni ne surestime les situations données. Donc, avec cela à l'esprit, me voici, Simon Jacobson, du Meaningful Life Center. Nous nous engageons précisément à cela, une vie pleine de sens, à trouver un but dans chaque iota, dans chaque cellule, dans chaque fibre de l'existence, et bien sûr à nous respecter les uns les autres de la manière la plus profonde en nous permettant de communiquer. C'est pourquoi je vous invite plus que vous inviter. Je vous encourage vivement à partager, à aimer, à commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait acceptable. Vous avez ce droit sacré de le faire. Et parlons-en, ce qui devient aussi une denrée de plus en plus rare aujourd'hui. La capacité de communiquer, surtout entre des personnes qui peuvent avoir des approches différentes des choses. Puissions-nous tous célébrer la sainteté de notre propre petite vie. Notre petite vie n'est pas si petite. Comme l'a dit un grand reb, un grand rabbin mystique, découvrir la grandeur dans chaque petite chose et la petitesse dans chaque grande chose, et reconnaître cela dans nos vies. Restez en contact. Ce fut un plaisir, comme toujours. Nous sommes là chaque dimanche. Je fais un direct. Meaningful Live à 15h, heure de l'Est. Merci de partager, de communiquer, d'aimer, de vous abonner. Par tous les moyens possibles, restons en contact et créons, cette révolution populaire de la Kabbale, la sainteté de la vie en général, en incluant tout ce qui se trouve sur cette planète. Portez-vous bien, soyez bénis et restez en bonne santé. Merci infiniment.